Bonsoir. Voici le deuxième volet que nous consacrons à l'Afrique australe et plus précisément au Zimbabwe. Voilà un pays qui, après son indépendance dans les années 80, n'a pas chuté économiquement. C'est un pays qui a su sortir de la ségrégation raciale sans trop de dommages, qui longtemps a été le grenier à grains de l'Afrique australe, mais qui aujourd'hui, depuis les années 2000, chute économiquement, politiquement et socialement. Et il ne chute pas à cause des cours des matières premières ou de la désertification ou d'un éventuel mauvais rapport entre superficie et population, mais à cause d'un homme qui ne veut pas quitter le pouvoir et qui s'appelle Robert Mugabe. Voilà, le Zimbabwe est situé en Afrique australe, sa capitale est Harare, c'est un pays qui fait presque 400 000 km², soit à peu près grand comme l'Allemagne, dont les voisins sont le Mozambique, la Zambie, le Botswana et l'Afrique du Sud. Il y a 13 millions d'habitants répartis en deux groupes principaux. Les Shona, d'origine bantoue, presque 80% de la population, et les Ndebele, d'origine zoulou, soit à peu près 15% de la population. Les Zimbabwéens sont chrétiens et animistes. Ils parlent les langues Shona et Ndebele, et l'anglais est demeuré la langue officielle. Et à ces deux groupes ethniques s'ajoutent quelques 70 000 blancs. Alors cette minorité blanche est importante dans l'histoire. Le Zimbabwe d'aujourd'hui, c'est la Rhodésie du Sud d'hier. Et elle est importante aussi économiquement, ce qui se lit très bien dans le sol, donc dans les cartes. Si on compose progressivement la carte du Zimbabwe, on voit que le pays est bordé par deux grands fleuves, le Zambèze au nord et le Limpopo au sud, dont les affluents irriguent le pays. L'eau, on le sait, cela facilite l'agriculture. On voit aussi une grande faille volcanique, appelée le Grand Dike, 10 km de large à peu près sur 500 km de long. Et cet accident du relief a des conséquences car il va induire des dépôts volcaniques qui donnent des terres fertiles. Et en plus, ce sont des terres au-dessus de 1200 mètres, des hauts plateaux et des prairies herbeuses qu'on appelle le Haut-Veld. Eh bien, cela donne des terres planes, arrosées, et à cause de l'altitude, à l'abri de la malaria. C'est sur ces terres qu'on a pu développer l'agriculture intensive. Le maïs, le blé, le thé, le tabac. Le pays est le deuxième exportateur mondial de tabac. Le coton, le café et la canne à sucre dans les basses terres du Limpopo et aussi de l'élevage bovin et caprin. Ensuite, ce sont sensiblement les mêmes terres autour du Grand Dike qui contiennent les ressources minières. On repère le fer, le nickel, le cuivre, le chrome. 10% des réserves mondiales de chrome seraient au Zimbabwe, de l'amiante au sud du pays. On voit les mines d'or, le pays est exportateur d'or. Et puis dans la partie ouest, le grand bassin charbonnier de Hwange. Mais pour déplacer le charbon, faire circuler la main-d'œuvre et exporter l'or, il faut des trains. On voit maintenant les lignes de chemin de fer sur la carte. Alors pourquoi être si précis? Eh bien parce que vous voyez, en superposant peu à peu les données sur la carte, les bonnes terres, l'agriculture intensive, les ressources minières, les infrastructures de transport, en fait, nous avons dessiné la carte de l'apartheid. Ce sont ces terres sur les hauteurs que les Européens venant d'Afrique du Sud au XIXe siècle ont conquis sur les Shona et les Ndebele, et ce sont ces mêmes terres qui recèlent les richesses minières. Comme en Afrique du Sud, la gestion des sols de la Rhodésie du Sud reposait sur un partage inégal entre Africains et Européens du fait de l'apartheid. Les autres terres que l'on repère sur la carte sont dites terres communales africaines, accessibles à l'agriculture mais moins productives, car moins de fertilisants naturels, moins d'eau et plus de moustiques. C'est cette philosophie du développement séparé qui fondait le partage économique, donc spatial du pays, et c'est bien ce que ces cartes voulaient vous montrer. Eh bien, c'est là que le passé rejoint le présent. Jusqu'en 1998, 4500 fermiers blancs vont contrôler 65% des terres arables. Lorsque le pays devient indépendant du Royaume-Uni en 1980, sous le nom de Zimbabwe, ce qui veut dire maison de pierre, du nom d'un ancien royaume Shona, le régime politique mis en place par le président Mugabe va se trouver face à deux objectifs contradictoires.
soit rétablir les Africains dans leurs droits, notamment par la réforme agraire, ou bien maintenir la puissance économique installée par les Blancs, mais avec la force de travail des Noirs, pour conduire alors une politique dictée par les besoins de l'économie. Car avec ses ressources minières importantes, son secteur manufacturier qui est développé, ses infrastructures nombreuses, une agriculture prospère, le Zimbabwe est alors le grenier de l'Afrique australe. Eh bien, c'est ce deuxième choix qui va être fait, et la transition post-apartheid va plutôt réussir. L'économie du pays a de bons taux de croissance, il y a autosuffisance alimentaire et même exportation de la production. Les dispensaires se multiplient, on a un intense rattrapage scolaire qui débouche sur de très bons niveaux de scolarisation, mais peu de réformes de structure dans le Zimbabwe des années 80. Or, pendant la décennie 90, le pays va faire face à de graves difficultés. Vieillissement des structures industrielles, importante sécheresse en 1992, dont l'agriculture ne s'est jamais remise, le pays est devenu importateur net de céréales, l'endettement a augmenté, le programme de libéralisation a créé de l'inflation, des faillites d'entreprises, et on a un appauvrissement des couches populaires. Ensuite, au niveau politique, le pouvoir de Mugabe est de plus en plus corrompu et intolérant. Son parti unique ne supporte aucune contradiction, il nie le résultat des urnes, l'opposition est réprimée par la violence et les cadres du parti travaillent à leur propre enrichissement. Et puis les changements régionaux aussi sont importants pendant la décennie 90. La fin de l'apartheid en Afrique du Sud a enlevé au Zimbabwe son rôle de pays de la ligne de front. L'Afrique du Sud est devenue un poids lourd économique et diplomatique. La transition et la réconciliation réussies par Mandela ne font que souligner l'échec de Mugabe, qui lui s'accroche au pouvoir. À l'Est, on a la fin du conflit au Mozambique. On a une réouverture du corridor de Beira. Toutes les exportations venant du Zimbabwe transitent par le Mozambique et l'Afrique du Sud. Alors pour contrer la crise de confiance interne dont il est victime, le régime de Mugabe fait exproprier en 2000 et 2002 les fermes de certaines exploitations tenues par les Blancs pour faire semblant de renouer avec les classes populaires. Sauf que ces fermes expropriées ont été attribuées à l'élite politique noire du régime en place, discréditant ainsi cette réforme agraire de façade. Début 2003, moins de 10% des fermiers blancs sont encore en possession de leurs terres, et cette réforme, faite dans la désorganisation la plus totale, conduit le pays à la catastrophe économique. Chute du PIB de 30% en 4 ans, inflation de 500%, le chômage atteint 60% de la population active, la moitié de la population est menacée de famine, et on assiste à une certaine émigration vers les pays voisins. Les fermiers blancs sont plutôt bien accueillis par le Mozambique, la Zambie, l'Angola ou l'Afrique du Sud, mais ce n'est pas le cas des autres Zimbabwéens. En 2003, il faut savoir que les autorités du Botswana construisent une barrière de sécurité entre le Botswana et le Zimbabwe pour empêcher l'immigration des Zimbabwéens. Et un train de nuit sud-africain ramène les immigrés clandestins 2 fois par mois. Voilà, fin de cette histoire politique. Le même régime, le même chef d'État qui avait plutôt réussi l'indépendance, plutôt assuré la transition, une transition forcément difficile pour sortir de 70 ans d'apartheid, qui avait continué le développement économique du pays, eh bien c'est le même qui aujourd'hui fait couler économiquement, socialement, et on a envie de dire ethniquement, le Zimbabwe depuis quelques années. Il refuse de se conformer aux résultats des urnes, il refuse de quitter le pouvoir, Robert Mugabe s'accroche, suivant en cela le modèle laissé par son prédécesseur blanc, Ian Smith. L'histoire, en certains lieux, se répète. Si vous voulez approfondir votre connaissance de ce pays, je vous conseille de lire ce livre édité chez Cartala, Le Zimbabwe contemporain. Ce sont les fondamentaux du pays. C'est un livre dirigé par Jean-Louis Ballan et Michel Lafont. Si vous vous intéressez à la crise politique et économique actuelle depuis 2-3 ans, vous pouvez lire le dossier de politique africaine, Zimbabwe, l'alternance ou le chaos, où on analyse les conséquences des expropriations, aussi bien sur le plan humain que sur le plan économique. Si vous vous intéressez au continent africain de façon plus large,
Vous avez l'ouvrage qui est édité au CNED de CEDES, qui s'appelle L'Afrique, continent pluriel, dirigé par François Barre. C'est une approche originale qui permet de sortir des clichés. C'est également le cas de l'ouvrage de Sylvie Brunel, une géographe du développement, qui édite un livre qui s'appelle L'Afrique aux éditions Bréal. Et le sous-titre me paraît tout à fait adapté, L'Afrique, un continent en réserve de développement. Voilà, si j'ai été trop vite, vous pouvez retrouver tous ces titres sur le site du Dessous des cartes.